Média Sorare. Le premier podcast francophone dédié à Sorare. Salut, c'est Mehdi, Magic Mehdi sur Sorare, très heureux de vous retrouver pour le premier épisode de cette 3e saison du podcast Média Sorare. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de votre fidélité pour les nombreux messages reçus tout au long de la saison qui nous encouragent à continuer. Et pour bien lancer cette nouvelle saison de la meilleure manière, j'accueille Nico alias NL Gallo 56, manager bien connu dans la communauté francophone. Salut Nico. Salut Mehdi. Écoute, je suis super content enfin de t'avoir sur le podcast après tout ce temps. Ouais, je suis désolé d'avoir fait traîner cette interview avec toi. Donc j'ai été, comme tu le sais, très occupé par la naissance de ma fille. Donc il fallait que je trouve un créneau quand même pour toi avant ma rentrée au boulot. Et puis nous voici aujourd'hui avec toi. Pour bien commencer, c'est déjà 3e saison, donc c'est déjà le 41e épisode. Ça commence à compter, et c'est vrai que ça fait un petit temps qu'on se connaît, qu'on échange de temps en temps et tout. Et je te demandais, tiens, tu peux pas passer sur le podcast, mais le problème c'est que le jour d'enregistrement du jeudi ne te convient pas. Enfin, c'est normal quand on travaille beaucoup, et voilà, il fallait attendre la naissance de ta petite et prendre, je crois, un peu de congé parental pour pouvoir en profiter et en même temps pour passer sur le podcast. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc cet horaire-là, d'habitude, je travaille, et là, je suis encore en congé jusqu'à la fin de la semaine, et je reprends lundi. Donc, ça va être un peu compliqué après 1 mois et demi de vacances. Donc j'étais tout juste là, tout juste. Il restait plus que 2 jours, et puis après, il aurait fallu attendre un 2e enfant, c'est ça? Non, j'aurais essayé quand même de me libérer, mais c'est vrai que là, t'es tout juste, du coup, t'es sur ma fin de mes vacances. Ok, écoute, nickel. Écoute, Nico, présente-toi. Je t'ai connu, t'es un manager connu dans la communauté francophone, mais on va essayer d'en savoir un peu plus sur toi. Ok, alors donc Nicolas Le Gallo, 33 ans, connu sur Twitter et sur Sorare sur NL Gallo 56. Je travaille dans l'industrie cosmétique en tant que technicien transposition industrielle, donc juste pour définir le poste, je suis entre le secteur recherche et développement, production et qualité, donc j'assure en fait la liaison entre les 3 services dans mon entreprise. Donc je suis marié récemment depuis février, et je suis l'heureux papa d'une petite fille depuis 1 mois du prénom de Isaïs. C'est un très joli prénom. C'est bien, vous avez tout fait en même temps, mariage, la petite, c'est top. Et pour en revenir à ce que tu fais, j'ai un peu compris ton rôle dans l'industrie. Est-ce que tu travailles pour plusieurs marques ou pour une marque en particulier? Alors je travaille pour la société AVA qui a du coup plusieurs marques sous son nom, dont la marque Biolan qui est connue pour les bébés et les enfants. Donc là c'est pas mal, t'as des produits que tu peux utiliser pour la petite, quoi. Voilà, tout à fait. Je suis avantagé sur ce point-là. Et le 56 de ton pseudo, c'est quoi par rapport à ton département? Alors voilà, je suis d'origine bretonne, donc du Morbihan, sur la commune de Pluméliau près de Pontivy, et aujourd'hui j'habite à Nantes, donc dans le 44. Donc le 56, c'est effectivement pour le Morbihan. Ok, et donc le Gallo, c'est à ça en général qu'on voit que t'es breton ou pas, non? Le petit Le. Ouais. Le Gallo est assez connu dans la Bretagne, effectivement. Dans la région? Ouais. Bon, moi j'ai été qu'une seule reprise quand j'avais été à Rennes, et donc voilà. Mais c'est vrai que il y en a beaucoup, je trouve, des Bretons dont le nom de famille commence par le. Enfin bref, ouais. Je dépose ça comme ça. Je suis belge, donc il faut pas prendre ça au premier degré. Donc marié, petite fille, 33 ans. On en vient à tes passions. Moi, j'ai beaucoup vu sur Twitter, évidemment, grand fan du FC Nantes, donc je présume que c'est une de tes grandes passions. Quelles sont les autres éventuellement? Alors effectivement, le FC Nantes depuis la saison 95 où j'avais 5 ans. Donc mon parrain m'a initié au foot et m'avait emmené aller voir un match à la Beaujoire dès mes 5 ans, et c'est depuis cet âge-là que je suis resté fan de ce club, en plus qui était assez proche de mon domicile, 1h45 à peu près, donc effectivement le FC Nantes. En général dans mes passions, il y a le foot évidemment qui prend beaucoup de place, voire même trop pour ma femme.
Entre regarder les matchs à la télé, aller au stade, donc à la Beaujoire, et jouer avec les potes à faire des fives, évidemment, sur une semaine, ça prend beaucoup de temps. Les autres passions, les jeux vidéo. Avant Sorare, c'était FIFA, PES à fond. Okay. J'aime aussi beaucoup le tennis. J'aime bien regarder Roland Garros, entre autres, et j'aime bien le tournoi de l'US Open aussi. Donc, qui va bientôt commencer, voilà. là. Exactement. Et puis, la passion qui prime en ce moment depuis maintenant 2 ans, c'est évidemment Sorare, quoi. Et quand tu dis avant Sorare, c'était FIFA, donc ça veut dire que t'as un peu délaissé quand même les jeux vidéo. T'as transposé ton temps sur ces jeux-là vers Sorare. Ouais, complètement. Je passais énormément de temps sur FUT à faire de l'achat-revente avant Sorare, et quand mon beau-frère Boussico 17, que je remercie d'ailleurs pour le prêt de son setup pour l'enregistrement de cette interview, m'a présenté Sorare, et j'étais pas trop convaincu au départ, et puis je me suis lancé en vendant tous mes crédits FUT, qui entre guillemets, on n'a pas le droit de le faire, mais je l'ai fait quand même. Et en fait, avec tout ce gain d'argent que j'ai gagné sur FIFA, je l'ai reversé sur Sorare, et ça a permis de me lancer dans cette aventure de Sorare. Mais effectivement, depuis que je suis sur Sorare, j'ai complètement délaissé les jeux vidéo. J'ai même acheté une PS5 quand elle est sortie, où j'y ai quasiment pas touché. Donc voilà, les jeux vidéo ont été remplacés par Sorare. C'est pas plus mal, parce que si tu cumulais les deux, je crois que ça fait un peu beaucoup pour madame, non? Et puis maintenant, t'as une petite, faut savoir en profiter aussi. Exactement, ouais. Et pour en revenir au FC Nantes, t'as un abonnement? Parce que tu as l'air d'aller assez régulièrement. Alors, j'étais abonné jusqu'à la saison dernière. Là, je vais pas renouveler, vu que ma fille est arrivée. Je me suis dit que j'aurais beaucoup moins de temps à consacrer les matchs au stade. Donc, j'ai préféré lever mon abonnement pour voir comment que ça se passait avec la petite. Mais si le temps le permet, je renouvellerai absolument cet abonnement, parce que les matchs à la Beaujoire, je sais pas si t'en as entendu parler, mais il y a une superbe ambiance, et c'est vraiment chouette d'aller voir les matchs à la Beaujoire, quoi. Ouais, tout à fait. J'ai beaucoup échangé là-dessus, parce que quand j'étais assez actif, je le suis toujours dans le monde des EHPAD, des maisons de retraite. À l'époque, j'avais ma propre maison, et j'avais un chef-coq, mais qui était breton, dont le nom de famille, en plein dans le mille, commençait aussi par le. C'était le Déodic. Voilà, apparemment ça a aussi un nom de famille assez connu, et il était archi fan du FC Nantes, et donc on avait évidemment échangé, et il savait très bien que j'étais fan de Saint-Etienne aussi. Donc quand Saint-Etienne était en Ligue 1 et qu'il jouait contre le FC Nantes, on se chauffait un peu la veille, et puis le lendemain de match, ou bien quand on se revoyait le lundi. Mais effectivement, il a dit, lui il était vraiment un fervent supporter, et il y a beaucoup de gens qui me disaient que la ferveur est assez comparable du côté des Verts que des Canaries. Ouais, j'ai eu la chance d'aller à Geoffroy-Guichard voir un match de Saint-Etienne, et effectivement, la ferveur à Saint-Etienne est vraiment incroyable. Elle est même encore plus élevée qu'à Nantes, puisqu'on a quand même deux tribunes qui se répondent. C'est pas le cas à Nantes forcément. Donc c'est clairement un match historique, mais au niveau des tribunes, je mettrais quand même Saint-Etienne un petit peu devant Nantes. Ouais, mais bon, la ferveur dans la ville et tout. J'ai pu l'expérimenter enfin, comme j'ai mis sur Twitter il y a pas si longtemps. J'ai enfin réalisé ce rêve d'aller voir un match à Geoffroy-Guichard. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Marou, qui m'a accompagné, et qui a été vraiment adorable pour ma première. Et après, mois d'août, il y avait je sais pas, 35 degrés, c'est encore les vacances, donc le stade pas rempli, mais quand même pour un match de Ligue 2, il y avait 22 000, je pense, spectateurs. C'est quand même impressionnant. Bref, je ferme la parenthèse, parce que c'est toi l'invité, et c'est toi qu'on veut écouter. Donc, comme tu l'as dit, c'est Boussico. Ouais, j'ai déjà vu son nom assez régulièrement. Il est assez actif, je pense, sur Sorare, sur Twitter, Boussico 17. Donc c'est ton beau-frère, et c'est lui qui t'a initié. Il était quoi? Il était déjà un peu dans la crypto, ou bien c'est vraiment le côté fantasy qui l'a attiré, et c'est pour ça qu'il t'en a parlé? Alors, il m'en a parlé, il était pas du tout dans le jeu. Il a vu une vidéo YouTube passer, et il a dit, tiens, pourquoi pas Nico, qui est très accro au foot, qui est pas du tout inintéressé par les jeux d'argent, parce que Sorare c'est quand même un jeu d'argent.
temps. Et donc il m'a présenté le projet, il m'a dit va voir les vidéos et tout, et tu me diras ce que t'en penses. Et donc j'étais voir les vidéos. Au début j'étais pas hyper convaincu. Je me suis quand même inscrit comme par le principe pour jouer au free-to-play. Donc c'était le 18 mars 2021. Et j'ai mis quand même 2 semaines à me lancer. Je me suis dit bon, en fait ça a l'air vraiment pas mal. J'ai gagné de l'argent facilement via FIFA, comme je te l'ai déjà dit. C'est de l'argent bonus. Tentons l'aventure Sora et on va voir ce que ça donne. C'est pas une somme conséquente au départ. Je peux me le permettre si ça marche pas de les perdre. Donc allons-y quoi. Et donc t'avais mis combien pour commencer? Alors j'ai démarré avec 500 €. Ok. Et j'ai rajouté 500 € 2 ou 3 mois plus tard, je crois. Donc j'avais une somme de environ 1000 €. Ok, donc t'as commencé évidemment en rare, puisqu'il n'y avait pas de limited à l'époque. Comment... explique-nous un peu tes débuts. Alors mes débuts, donc j'ai commencé avec la version free-to-play, voir comment que ça se passait et tout. Je me suis renseigné par rapport aux tarifs de comment construire sa première équipe en AS rare pour jouer les paliers, parce qu'à l'époque les paliers étaient en AS rare, donc il fallait faire 205 points et 250 points, et je me suis rendu compte très rapidement, même si le gardien était en common, que fallait un petit peu quand même d'argent pour pouvoir jouer les paliers. Donc je me suis dit bon, les paliers ça va être compliqué, je vais tenter de faire de l'achat-revente puisque j'étais baigné dedans via FIFA. Début catastrophique puisque ma première carte à acheter c'était un Van Hitum à Groningen qui venait de faire 2 grosses perfs, donc du coup son prix était hyper haut, et via les enchères, donc je regardais déjà sur Sorare Data, je l'avais eu un tout petit peu moins cher que les dernières ventes, sauf qu'il s'est blessé je crois 1 semaine plus tard, et du coup son prix a dégringolé d'un coup. Et là je me suis dit ah oui quand même, ça fait mal. Donc je me suis dit bon, faut bien analyser avant d'acheter les cartes, faut pas foncer tête baissée, il faut un peu plus réfléchir, et donc je continuais sur le move du trading. En fait ça a plutôt bien marché puisque j'ai fait x3 en euros en 2 mois, donc c'était vraiment très très bien avec une petite somme. Bien sûr. Et en fait ma stratégie c'était du coup d'acheter 4 postes dans les trading, donc défenseur, milieu, attaquant, plus un extra, pour pouvoir en plus inscrire, si je ne vendais pas mes cartes, l'AS rare avec le Gold Common, et tenter du coup de jouer les paliers. Donc voilà, c'était ça ma stratégie. Et quand t'es rentré 18 mars, c'était à ce moment-là qu'il y a eu le boom, hein. Je crois que t'as débarqué pendant ou juste après. J'ai démarré juste après. Ouais, c'est ça, je pense que c'était mi-mars ou 11 ou 10 mars, un truc comme ça, où il y a eu l'annonce de la levée de fonds, là, où tout a explosé. Donc quand t'as débarqué, les prix, ça partait un peu dans n'importe quoi. Exactement. Mais heureusement, t'as attendu 2 semaines. Donc si t'as acheté tes premières cartes début avril, ça s'était un tout petit peu tassé, parce que je me rappelle, les 2 premières semaines, c'était complètement dingue. Ouais, c'est ça, exactement. Donc j'étais encore un petit peu dans le haut de la courbe, limite descendante, mais en fait, si j'étais arrivé 1 mois avant, j'étais nickel au niveau de l'investissement. C'est clair, ouais. Là, t'aurais pu un peu moins trader même. Ouais, je pense. Au même résultat. Et ok, donc tu vises les paliers, et puis comment a évolué ta stratégie? Alors, jusqu'au mois de juin à peu près, je fais un seul palier, je crois. Donc là, je fais waouh, c'est compliqué quand même les paliers. Donc je continue la stratégie de trading qui, elle, marche très très bien. Et j'arrive du coup fin juin, je crois que c'est de mémoire la reprise du championnat asiatique. Donc le trading, je le faisais exclusivement sur le championnat asiatique. Et je revends une partie de ma galerie pour acheter un gardien rare, qui est donc le bon vieux Sugeno à l'époque. Et en fait, ça change totalement mon gameplay, puisqu'au niveau du SO5, j'enchaîne quasiment tous les paliers que je peux faire, et du coup, ma galerie évolue positivement, puisque fin juillet, je suis en x6 par rapport à mon investissement. Ok, donc super. Donc je prends plaisir du coup à aligner une équipe tous les week-ends pour jouer les paliers, ça marche plutôt bien, j'arrive même à récupérer quelques cartes, et du coup, je me lance à faire une équipe Asia, une équipe America, et ça fonctionne plutôt bien, puisque j'obtiens 3 cartes, je crois, sur 3 ou 4 mois. Donc pour une petite galerie comme moi, c'était plutôt très très bien. Ouais, tout à fait. Et puis les prix aussi continuaient aussi à monter. Il y avait de plus en plus de managers qui débarquaient dans le jeu. Les limited, parce que moi je me rappelle, t'avais une galerie limited absolument incroyable. Donc quand elles ont débarqué au mois d'août 2021, comment est-ce que t'as réagi? Non, les limited, elles arrivent en 2022. Oui, donc, c'est vrai. Oui. Donc je finis la saison asiatique. On voit que c'est la reprise après la trêve.
Ouais. En fait, je finis la saison Asie MLS qui se finit à peu près à la même époque, et en décembre 2021, je fais un bilan qui est vraiment exceptionnel, puisque j'ai investi 1000 euros et mon roster est affiché à 25 000 euros. Et je fais waouh, c'est quand même incroyable entre le trading et le SO5, plus, et comme tu l'as dit, les prix des cartes qui ne font qu'augmenter. Enfin, moi, je suis un peu sur mon nuage. Je fais waouh, j'ai touché le jackpot, quoi. Pour moi, c'est incroyable, quoi. C'est clair. Et comment t'as réagi à ce moment-là? Tu t'es dit ok, je vais retirer une partie, ou non, t'étais à fond dedans, dit on va continuer, c'est to the moon. Alors je me suis vraiment posé. T'as dû tergiverser. Toi qui avais l'habitude de jouer à fut où il fallait travailler dur, là aussi il fallait travailler dur. Donc, je présume que tu passais énormément de temps quand même pour le trading. Mais quand tu vois les prix, je veux dire augmenter de manière organique comme ça, ça a dû fortement t'étonner. Alors la question s'est posée effectivement quand les championnats se sont arrêtés. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à rentrer tête baissée et je continue de jouer jusqu'à ce que enfin je retire au moins ma mise? Je me suis posé clairement la question. Je me suis dit écoute, ça fonctionne bien, j'ai des bons résultats. J'ai pas forcément moi besoin d'argent dans ma vie perso à ce moment-là. Je me dis si je retire de l'argent, c'est aussi baisser en valorisation galerie au niveau du SO5 et du coup être moins compétitif. Alors ce que je fais, c'est que je fais une première optimisation de galerie à cette époque-là. Donc je vends, j'avais je crois 90 cartes à l'époque, donc je vends 15-20 cartes pour acheter des plus grosses cartes en Asie en MLS pour préparer du coup la saison suivante qui démarrait en février. Ouais. Donc j'achète des Shinjin Ho, les Takaoka, des Eduardo, donc vraiment des très grosses cartes en Asie pour viser du coup la S-Rare et viser des récompenses plus régulières tous les week-ends, quoi, tout simplement. Ok, et toujours en rare. Et toujours en rare. De toute façon, il y avait que cette rareté-là et je me sentais pas. Il y avait les super rares aussi, mais là tu te dis non. Parce que c'est vrai que ça restait quand même très cher. Hein. Ça restait très cher. Fallait déjà acheter un deuxième gardien, donc j'ai acheté Takaoka, qui était vraiment le GOAT en Asie au niveau du scoring, puisqu'il était chez les Marinos, qui était la meilleure équipe du Japon. Donc c'était déjà un achat très conséquent pour ma galerie. J'avoue que quand j'ai cliqué sur l'achat et que j'ai fait le prix, j'ai fait waouh, c'était mon plus gros achat depuis que j'étais sur ce rare. Et je me suis dit là faut pas se louper quand même, parce que j'ai acheté une carte d'une valeur pour moi qui était impensable quand je suis rentré sur ce rare, quoi. Tu te rappelles de la valeur? De tête, c'était 0,9 ETH, donc en 2021, je sais plus à combien l'Ether il était, mais on devait être sur du 2000 euros, je pense. 2000 euros, ouais. Donc quand on a investi que 1000 euros et qu'on achète une carte à 2000, ça fait quand même... ça fait bizarre. On rentre quand même dans la cour des grands un petit peu là quand même. Ouais, et donc avec l'objectif évidemment d'essayer de performer le plus possible. 90 cartes à l'époque, tu avais? Ouais, je crois que c'était ça que j'ai regardé hier quand j'ai fait la préparation de l'interview. Je crois que j'étais à peu près à 90 cartes. Ok. Et quelle était ta tactique au niveau du trading justement? Est-ce que tu tradais sur n'importe quel championnat? Est-ce que tu visais plus des joueurs qui étaient blessés qui allaient revenir, ou bien des joueurs qui étaient en sous-performance et tu te dis à un moment ça va se réveiller? Est-ce que tu regardais des match-up à l'avance? Je sais pas moi, 3-4 matchs qui étaient assez faciles, t'achètes un jour, tu le revends après ses performances. Quelle était justement ta manière où tu abordais avec laquelle tu abordais le trading? Alors il y avait un peu de tout. Les blessures, non, j'y touchais pas du tout parce que j'étais pas à l'aise avec cet investissement-là. S'il restait blessé, du coup la carte elle restait en vacances dans ta galerie pendant X temps, et sur une petite galerie comme était la mienne à l'époque, avoir de l'ETH qui était bloqué, ça me convenait pas. J'étais plutôt sur ce qui se présentait sur le marché, donc des personnes qui listaient leurs rewards ou les enchères qui arrivaient. Donc j'analysais à peu près sur Sorare Data quel est le prix pour acheter et faire une belle plus-value derrière. Deuxième partie de trading, c'était évidemment anticiper les calendriers. Et là, je me souviens de quelque chose qui avait très très bien fonctionné, c'était la Ligue des champions asiatiques, où du coup les clubs japonais et coréens, quand ils sont en poule, ils sont dans le haut du panier dans leur mini championnat. Et donc j'avais investi sur, je crois que à l'époque c'était Cerezo Osaka qui était en poule, qui était qualifié, et j'avais investi sur 4-5 joueurs du Cerezo Osaka, et ils étaient du coup en surperf pendant les matchs de poule. Donc je les utilisais, donc du coup je gagnais des paliers, voire des cartes avec elles, et je les revendais dans leur surperf en faisant un bon petit bénéf. Donc anticipation calendrier aussi,
ça marchait très très bien. Et aussi viser les midweek où il y a souvent moins de cartes utilisables. Donc je regardais 2 semaines à l'avance qu'est-ce qui tombait comme match. Donc souvent il y avait les matchs asiatiques qui tombaient le vendredi ou le jeudi quand il y avait des midweek. Et du coup anticiper sur cela et puis bah voilà, ça faisait du bénéf assez facilement. Et à l'époque aussi un truc qui était hyper cool, c'est que du coup on avait la deadline qui était à midi. Et on avait les compositions en avance. C'est vrai. Et du coup, il y a un joueur qui n'était pas titulaire d'habitude, et ben je l'achetais, et dans l'heure, il se revendait avec un beau petit bénéf. Des fois, on faisait quasiment même du x2. Hein. Ouais, t'étais au taquet alors au niveau des compositions, quoi. Ouais, dès qu'elle sortait, je spammais évidemment sur Twitter, parce qu'au Japon, toutes les compositions sortent sur leur compte Twitter. Et pour les compositions de K-League, le site de la K-League sortait les compositions bien en avance. Donc ça, c'était la petite astuce. Aujourd'hui, tout le monde la connaît, donc c'est moins facile à faire du bénéf, mais à l'époque, c'était pas du tout connu dans la communauté, et ceux qui avaient les line-up en avance, les compositions d'équipe, pardon, en avance, évidemment, on était plusieurs à le faire, et on faisait pas mal de bénéf à ce moment-là. J'ai quand même vérifié, hein. Mais les Limited, elles sont sorties en août 2021, pas 2022. Ah ouais? Ouais. Ok. Je me suis dit, mais quand même, non, ça va. Il y a eu la trêve, mais quand même, non, c'était en août 2021 que sont sortis les Limited. Et alors, pour info, le cours de l'Ether fin 2021, il était quasiment, ça oscillait entre 4000 et 3500 euros. En fait, il y a eu à ce moment-là où ça a commencé à plonger au mois de fin janvier, on était à 2000, un peu plus de 2300 euros. Et donc, le top c'était novembre, 4000, et puis fin décembre, on était, comme je t'ai dit, dans les alentours de 3500 euros. Donc, c'est quand même assez conséquent. Mais donc, à l'époque, t'as pas switché donc vers les limited. Tu es resté en rare. Alors, si, pourtant, j'ai, en fait, quand la limited est sortie fin août, j'ai vendu une quinzaine de cartes rares pour acheter toutes les cartes possibles avec mon budget en limited. Okay. Et d'ailleurs, je crois que c'est la 2e ou la 3e Game Week en limited, c'était une GW internationale, et je fais podium direct. Et là, je me dis, il y a quelque chose à faire, quoi. Ok, bah vas-y, continue à développer. Comment est-ce que donc t'avais préparé tes rosters rares pour la reprise des championnats MLS et Asia, et donc t'as commencé à rentrer assez solidement. T'as pris quoi comme joueur? Parce que je me rappelle, t'avais tous les GOAT à un moment donné en limited. Ouais, j'ai eu la chance en plus que la carte unique des 30 parrainages tombe à ce moment-là. C'était mi-septembre, je crois, donc j'ai un gain de 2 ETH qui tombent comme ça du ciel. Et du coup, j'utilise ces 2 ETH pour acheter, comme tu dis, tous les GOAT limited. Donc j'avais Mbappé, Benzema, j'avais la paire Coates Adan, j'ai acheté du Tadic, du Kimmich, enfin vraiment tous les grosses cartes à l'époque que je pouvais que récupérer. J'avais aussi du Daily Blind qui était incroyable au niveau scoring. Ouais, Jax, ouais. Donc je m'étais monté une galerie entre guillemets de fou à ce moment-là, et j'étais hyper compète, et ça s'est vu d'ailleurs dans mes résultats, parce que tous les week-ends, voire même toutes les game week, j'avais des top 100 qui tombaient, et avec du coup des gains de cartes à chaque fois, quoi. Ok. Et puis tes rares. Et puis mes rares. Et ben en fait, avec le gain des limited, j'accrois ma galerie limited pour jouer toutes les compétitions limited, et à un moment donné je suis bloqué parce que j'ai tellement de cartes limited que il me reste plein sur le flanc tous les week-ends, et donc je me dis je suis moins compétitif en rare, je vais vendre celles que j'utilise moins en limited, et je vais les racheter des cartes rares, mais des cartes plus fortes en scoring. Donc en fait j'ai fait la bascule rare limited pour être hyper compétent en limited tout de suite, sachant qu'en plus les prix des limited ils ont explosé parce que tout le monde s'est dit il y en a qui perfent de fou en limited et moi je gagne quasiment rien en rare, je vais faire la bascule. Et moi du coup quand les prix étaient hauts en limited, j'ai fait la bascule dans l'autre sens, c'est-à-dire que les cartes que je n'utilisais moins, je les ai vendues pour acheter du rare qui elles du coup s'étaient dévalorisées parce que les gens étaient partis sur les limited, et du coup j'ai pu racheter du coup des rares qui étaient un petit peu moins chers, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, parce que j'ai pas présenté encore ta galerie, tu as 410 cartes là maintenant en limited, et tu viens de dépasser 100 en rare. Donc finalement t'es resté plus ou moins stable en rare, quoi. T'étais à 90, maintenant 100. Par contre 410 cartes limited, t'as gagné 2 SO5, plus de 500 rewards. Aujourd'hui la valeur galerie un peu plus 8 Ether, 14 000 $, et puis surtout ton reward winning line-up, c'est un des plus élevés que j'ai vu jusqu'à présent, et de 28%. Bah oui, ça c'est certainement dû justement à ta super galerie, et le fait que ça perfait, comme tu dis, à chaque game week.
Ouais, je crois que mon taux à l'époque, il était à 85% du reward winning line-up. Je faisais les calculs en rajoutant évidemment les paliers en AS-RAR, parce que moi je considérais que les paliers faisaient partie du reward winning line-up. Donc moi je le faisais du coup manuellement sur un tableau Excel, et ouais, j'ai dû tourner autour de entre 75 et 85% pendant quasiment un an. Et après, la compétitivité a fait que forcément plus il y a de monde sur les limited, et forcément il y a plus de compétitivité, et donc ton reward winning line-up, même si tu es performant, forcément il baisse parce que t'as d'autres personnes à côté de toi qui ont le même type de carte que toi, quoi. Ouais. Et c'est quand que la bascule s'est effectuée, parce que comme tu dis, tu sentais que la compétitivité, avec le print des cartes limited, etc., devenait de plus en plus accrue. Tu t'es dit à quel moment? C'est par rapport au fait que tu perfais un peu moins, ce qui est un peu normal, parce qu'il fallait faire beaucoup plus de points pour accrocher les top places. C'est à ce moment-là que tu t'es dit, je vais peut-être re-switcher quand même en rare, ou bien c'est vraiment parce que tu voyais les prix, la différence de prix, tu dis je vais re-rentrer un peu plus dans les rares. C'est même pas une histoire de moins gagner, c'est une histoire que, comme tu dis, j'ai énormément de cartes en limited, et en fait je suis un peu au bout du chemin en limited, donc évidemment faut faire bouger sa galerie, puisque des cartes qui deviennent moins fortes, donc cela faut pas hésiter à les vendre pour acheter des cartes plus fortes. Mais la volonté était vraiment de monter en rareté, donc j'étais à saturation sur les limited, donc j'ai vendu des limited pour augmenter ma galerie rare et être plus compétitif sur plusieurs compétitions en rare. Je me suis même posé la question d'acheter des super rares, mais j'ai jamais fait le pas d'acheter des SR pour faire une AS rare pro. Je pense que j'aurais pu y aller vu les cartes rares que j'avais, mais j'ai jamais franchi ce pas. Ouais, c'est peut-être un objectif, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais je regarde ce que tu as encore en limited, c'est encore du super costaud, hein. Mbappé, Bellingham, Kimmich, Vinicius, Messi, Douglas Santos, Tadic, Verman, Griezmann. Je vais arrêter là. On a déjà brossé quand même une belle brochette de GOAT sur le jeu. Et donc tu les gardes toujours, tu prends toujours autant de plaisir à les aligner, malgré la grosse chute quand même en question valorisation. Alors la grosse chute, évidemment, ça fait mal, parce qu'on se dit, je suis quand même monté à 45 000 euros, je crois, à peu près, en valeur la plus haute dans ma galerie. Et aujourd'hui, on est à, 13 000 euros, un truc comme ça. Ouais, j'avais dit 14 000 $, ouais. C'est à peu près ça. Donc, évidemment, quand on se dit qu'on a 45 000 euros sur un portefeuille et qu'on est retombé, on a perdu 30 000 euros, entre guillemets, effectivement, ça fait mal. Moi, je suis serein avec mon investissement, puisque je l'ai remboursé, j'avais mis 1000 euros sur le jeu, j'avais rajouté un an plus tard, je crois, 500 plus 500. Tout cet argent-là, je l'ai récupéré, donc je suis serein avec mon investissement. Aujourd'hui, je suis sur ce rare, je regarde pas trop la valo de ma galerie, je suis vraiment pour l'aspect jeu, où franchement je m'éclate, non seulement à aligner les joueurs, à rechercher les match-up, à regarder les calendriers, mais aussi à regarder en fait mes joueurs jouer, tout simplement, parce que je bouffe quand même beaucoup de foot à la télé, et j'hésite pas à regarder les matchs qui ne sont pas diffusés à la télé, donc j'utilise du coup les sites de paris sportifs pour regarder tous les matchs qui ne sont pas diffusés. Et en plus de ça, la passion asiatique, on se levait le samedi matin, prendre son café, son petit déj, et regarder un match de Ulsan. Franchement, c'est un réel plaisir. Alors oui, ce n'est pas le meilleur football qu'on a au monde, mais ça reste un football plaisant pour un samedi matin au réveil avec le petit croissant. C'est tout doux, voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. C'est pas une finale de l'Open d'Australie tennis avec Djokovic ou Alcaraz ou qui sais-je encore. Non mais c'est vrai. J'ai vu mon pote Guestar aussi qui est tout le matin, et c'est vrai que je me suis mis aussi depuis que enfin on m'a converti à l'Asie. C'est vrai que regarder ça de temps en temps. Par contre, je regrette que les matchs ne soient plus aussitôt. Avant, t'avais des matchs à 6-7 heures du mat, donc à la limite tu te lèves tôt, t'es là, t'es tranquille, et puis quand t'as une famille, tu peux prendre le petit-déj en famille juste après, quoi. Là, maintenant, ça tombe vers 11h midi, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu plus tard, c'est un peu plus embêtant, parce que tu tombes sur le repas familial, du coup, à midi. Alors qu'avant, comme tu disais, c'était 6-7 heures, il y avait même des matchs à 10 heures, donc c'était parfait pour le petit-déjeuner, pour le réveil, quoi. Ouais. Tes objectifs, là, aujourd'hui, quels sont-ils? Parce qu'il y a quand même énormément eu d'évolution, des momentum, des moments beaucoup plus compliqués, et on en a connu quand même pas mal
depuis une grosse année, puis un bien mieux depuis plusieurs mois. Comme tu l'as dit, je te sens vraiment toujours aussi passionné par le jeu. On va aborder tout à l'heure ton sujet de prédilection qui est l'optimisation de galeries, mais avant d'aborder ça, quels sont tes objectifs là à court terme, à moyen et à long terme? Alors à court terme, donc j'attends le fameux nouveau gameplay, de voir comment ça va se passer avec ce qui va être mis en place. Donc pour l'instant je bouge pas trop mon investissement en limited, j'achète quelques cartes de temps en temps si je vois un match-up qui est intéressant ou s'il me manque une carte dans une des compétitions, mais pour l'instant c'est vrai que je suis dans la phase d'attente. Là en plus il y a les nouvelles saisons qui viennent de sortir, donc généralement quand je suis dans cette période de mercato, j'attends, si je veux acheter européen, j'attends les nouvelles saisons pour profiter du bonus de nouvelles saisons. Donc phase d'attente pour l'instant. Je me suis quand même lancé un objectif, c'était de construire un roster U23 rare, donc avec quand même des moyens limités, mais donc pour l'instant j'arrive à aligner une équipe tous les week-ends. J'ai pas encore réussi à avoir de bonnes performances, je crois que j'ai fait 2 fois 300 points d'affilée, mais c'est pas encore suffisant. Mais l'objectif c'est de monter mon niveau en U23 rare, parce que je trouve cette compétition en limited déjà hyper agréable, hyper stimulante, donc je voulais quand même la faire aussi en rare. J'ai eu du mal à y aller parce que les prix d'entrée étaient hyper chers, et là je profite des baisses en prix asiatiques sur les gardiens, donc j'ai pu acheter Baek, le gardien de Séoul, qui est gardien U23. Donc ça m'a permis du coup de lancer une équipe en U23 rare. Donc j'attends la petite performance tombée du ciel, parce que avec des tarifs là j'ai pas forcément les GOAT, donc ce sera un gain de reward entre guillemets inespéré, mais j'y crois vu ce que j'ai acheté. Ouais, et puis c'est motivant aussi, quoi. Et je suis d'accord avec toi, c'est une des compétitions les plus prenantes, je trouve, parce qu'en plus quand tu tapes reward, t'es content de taper reward en U23, quoi. Voilà, exactement. Quand t'es en limited et tu tapes une T3, une T4, tu dis c'est pas foufou, puis tu regardes la valorisation de ta reward, tu fais ah ouais, quand même, en fait c'est pas trop mal. Et donc, passage en SR tout doucement, non. Honnêtement, ça fait 1 an et demi que je mets le sujet plusieurs fois sur la table d'acheter des SR, au moins pour tenter la S-Rare Pro, et toujours pas. J'arrive pas je crois que c'est le prix d'achat des cartes qui me freine pour l'instant, mais va falloir que je passe le pas un jour, parce qu'avec 100 cartes rares, la suite logique c'est d'acheter des SR, quoi. Mais t'es pas prêt à lâcher tes limited pour passer en SR. Tu aimes toujours la compétitivité, et c'est vrai que quand t'as un roster comme le tien, il y a souvent des belles performances ou des matchs attendus quand tu as 2-3 joueurs qui performent bien dans une line-up. Ouais, non, je peux pas lâcher mes limited avec la galerie que j'ai. Je prends beaucoup trop de plaisir à jouer avec mes limited, même si quand on n'a pas les résultats c'est hyper frustrant, parce que quand on utilise les grosses cartes, forcément on a une grosse attente au niveau des résultats, donc c'est une grosse partie frustrante, et je crois que tous ceux qui me suivent sur Twitter voient que je râle souvent après moi-même sur mes résultats, ou pour moi je juge pas ça assez haut. Quand c'est du 30% de reward, je râle encore après moi, mais il y a beaucoup qui me disent en DM, ouais mais tu te rends pas compte, 30% c'est énorme, aujourd'hui il y a pas beaucoup de monde qui fait 30%, et j'ai quand même ce sentiment que je peux aller plus haut que les 30% avec la galerie que j'ai, mais encore une fois, faut avoir le bon alignement, faut faire les bons choix, et ça c'est le plus dur dans la partie SO5. Oui, surtout qu'il y a de plus en plus de compétitivité. Maintenant, l'avantage avec T-Limited, c'est qu'elle doit avoir des très beaux bonus quand même, et on sait à quel point, surtout en Limited, c'est important d'avoir des belles cartes, mais des belles cartes avec des beaux bonus, c'est encore mieux. Quand je vois Mbappé, Kimmich et tout, quand je regarde les séries, elles sont assez basses, donc là aussi, je pense pas que tu auras envie de t'en séparer, quoi. Non, c'est toutes les anciennes saisons, c'est les saisons 2021, l'année de sortie, et toutes ces cartes-là sont à 10%, donc ce que je fais là, avec le bonus de collection qui a été mis en place, c'est que j'essaye d'acheter des cartes qui sont dans cette collection-là. Donc là, par exemple, j'ai du Vinicius, donc je vais acheter des cartes du Real Madrid, donc j'ai Vinicius et Valverde dans cette collection-là, donc qui sont tous à 10%. J'ai Benzema qui est malheureusement parti en Arabie Saoudite, qui était dans cette même collection-là. Mais ouais, le but du coup avec ce bonus de collection, c'est de venir compléter mes grosses cartes que j'avais en 2021, qui sont aujourd'hui à saturation, qui ne évoluent que par le bonus de collection, et c'est de venir compléter du coup en essayant d'aller jouer, pourquoi pas, tu vois, la Liga Pro avec ces cartes de collection. Donc là par exemple, tu vois, j'utilise Valverde en Liga Pro, qui est un petit peu moins fort en ce moment au niveau du scoring, et puis j'ai Kimmich en chambre, donc forcément Kimmich passe devant Valverde. Mais ouais, utiliser le bonus de collection,
option pour aller jouer du coup les diff pro que l'on trouve du coup en Ligue 1, en Liga, Serie A, etc. Ok. Bon, c'est clair. Je sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose par rapport à tes objectifs. Non, je crois que j'ai fait le tour de tous mes objectifs. Ok, super. Et en rare, donc c'est continué, donc surtout U23, et puis, parce que tu as quand même une centaine de cartes, c'est surtout orienté America, Asie. Ouais. T'en vrai que t'en as beaucoup. Et ok, parfait. Bon, on aborde ton sujet de prédilection. Ouais. Qui est ô combien intéressant, on en a déjà parlé, mais là je trouve que c'est d'autant plus important, c'est l'optimisation de galeries et puis surtout le fait de toujours ou de régulièrement se remettre en question. Je trouve que c'est un sujet qui est vraiment intéressant parce qu'on passe tous par ces moments-là où peut-être on performe un peu moins bien, où il y a le mercato et Dieu sait à quel point ce mercato-là est compliqué et douloureux, et puis il y a les changements aussi de règles de Sorare évidemment. Je vais mettre ça serait même le point numéro 1 qui nous oblige quelquefois ou même assez souvent à nous adapter. Écoute, je te laisse et puis si j'ai des questions ou des retours, j'interviendrai de temps en temps. Oui, alors du coup l'optimisation de galerie, c'est quelque chose que je fais fréquemment sur une année. Je peux le faire 2, 3 voire 4 fois. Après il y a des moments importants pour le faire, je pense. Donc, comme tu disais, il y a le changement de gameplay Sorare qui je trouve sont assez nombreux au final depuis que je suis sur Sorare. Il y a les changements de saison, comme tu dis, avec le fameux mercato, et celui-ci cette année est vraiment hyper cruel pour les managers Sorare, donc qui perdent beaucoup de leurs joueurs. Je pense par exemple à Ashok qui j'avais vu le chiffre sur Twitter du nom. Il a perdu un paquet. Et puis là, ce qu'il faut se dire, moi je les perds en limited, lui il les perd en rare et en SR, donc les valeurs sont encore plus démentielles, quoi. Ouais. Donc ouais, ça fait hyper mal à sa galerie, au portefeuille et puis aussi au moral. Enfin, voir tous ces joueurs un à un partir, ça fait mal au cœur, quoi, tout simplement. Et le dernier moment important pour faire une optimisation, c'est comme tu dis, se remettre en question quand on voit qu'on a une perte de résultats, c'est comprendre pourquoi on a des moins bons résultats qu'avant. Est-ce que c'est notre galerie qui marche moins? Est-ce que c'est l'utilisation des cartes qui marche moins? Est-ce que c'est vraiment le setup des autres managers qui fait qu'il y a plus de compétitivité? Est-ce qu'il y a aussi la malchance, tout simplement? Parce que prendre un carton rouge, prendre un malus sur le gardien, oui, ça foire la line-up. Donc du coup, si on a des très bons résultats à côté, c'est pas forcément à nous de se remettre en question à ce moment-là, mais tout simplement un enchaînement de malchance. Donc faut pas non plus tout changer à ce moment-là. Donc il y a plusieurs étapes importantes. Sur les changements de gameplay, j'avais noté que faut sans cesse s'adapter au nouveau gameplay de Sorare. Nouvelle rareté, nouvelle compète, des changements de règles notamment sur les paliers. On a eu 2 fois changement de règles depuis que je suis sur Sorare. Les bonus de collection qui arrivent récemment, donc ça rajoute du gameplay, donc ça c'est hyper intéressant. Moi ce que j'aimerais quand même, c'est qu'on ait un gameplay stable qui arrive, que voilà, on ne bouge pas pendant 1 an, 2 ans le gameplay, qu'on vienne peut-être rajouter des petites choses, mais vraiment que le tronc commun de ce gameplay ne bouge pas. Je pense que ce serait bénéfique pour tout le monde. Parce que t'en penses cette partie-là. Avoir un peu plus de visibilité. Bon là, Nicolas Julia avait annoncé il y a quelques mois que les changements s'opéreraient pendant les trêves. Et effectivement, ils ont annoncé le changement pendant la trêve. Changement important, rajout, on va en parler juste après, mais par exemple le fameux bonus fitness qui va commencer d'ici quelques jours. Quand le podcast sera diffusé, il aura normalement débuté, ou en tout cas on sera au mois de septembre. Il sera diffusé encore le dernier jour du mois d'août, mais bon voilà, on arrive à la date butoir, on n'a toujours aucune indication par rapport à ça, mais je sais pas ce que tu en penses, mais les changements comme ça de règles et tout, ils se sont rendus compte qu'évidemment les cartes s'ajoutent de plus en plus, les difficultés au niveau des performances s'ajoutent aussi, il faut faire énormément de points maintenant pour essayer d'avoir pour figurer en haut du classement, et ils se sont dit en continuant comme ça va être compliqué en ayant seulement un bonus. Donc il y a le bonus de collection qu'ils ont ajouté, et c'est vrai que c'est somme toute logique pour moi qu'il y ait une collection, parce qu'avant les gens s'en foutaient, et donc ils étaient obligés de mettre un incitant pour créer un peu ce sentiment et cette volonté de collectionner. Mais après t'as le bonus fitness aussi qui vient rajouter encore une couche, et c'est pas facile, c'est vraiment pas facile, surtout quand on n'a pas toutes les cartes en main et tous les éléments pour savoir justement pour pouvoir s'adapter. Comment est-ce que tu as fait toi
là, quand on parle de ce mercato aussi, ça fait un petit temps que Sorare a lancé le bonus de collection, donc là on sait comment ça fonctionne, c'est clair. Ils ont annoncé aussi qu'il y a ce bonus fitness qui sera quand même, dont le pourcentage sera quand même important. On sait qu'il y aura moyen de payer pour optimiser le bonus fitness de ces cartes. Comment est-ce que tu as travaillé pendant ce mercato-là, compte tenu que t'as ces éléments-là, mais on n'a pas toutes les explications. Mais comme je te disais tout à l'heure, je suis resté plus dans l'attente en fait. Je suis venu compléter de temps en temps pour une Game Week quand il me manquait un poste. Donc j'achetais une carte pour la revendre la semaine suivante. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une assez grande lessive sur mes limited, sur les cartes qui étaient isolées dans les collections. Donc c'est-à-dire que j'avais une seule carte qui avait pas forcément un bonus élevé avec le bonus collection. Donc entre 5 et 9%, voire 9,5%. J'ai vendu ces cartes-là et le but c'est, donc du coup j'attends forcément les informations du nouveau gameplay, mais le but c'est d'aller acheter les nouvelles saisons, mais par stack entre guillemets. Donc acheter plusieurs joueurs de la même équipe pour avoir ce bonus collection en plus du bonus qu'on a quand on achète les cartes aux enchères. On gagne déjà des points directement quand on achète les cartes aux enchères, donc ça c'est intéressant de les prendre aux enchères. Ce qui fait aussi que du coup les enchères partent un petit peu plus hautes que le marché, mais ça c'est le jeu. Mais ma stratégie entre guillemets c'est l'attente et vendre les cartes qui sont isolées dans les collections. Voilà ce que j'ai fait. Mais ça t'as surtout fait ou appliqué ce système-là pour les cartes limited, parce qu'elles sont aussi plus abordables. Faire ça pour les cartes rares, c'est un autre budget. Je suis pas du tout dans la collection des cartes rares. Je l'ai fait pour mon Baek, le gardien U23 rare, parce que j'avais des cartes de Séoul. Donc j'ai essayé de récupérer un A5O de la même saison pour avoir le 1% supplémentaire, par exemple. Mais au niveau rare, vu le budget qu'il faut, je consacre pas du tout la collection sur cette rareté-là pour l'instant. Okay. Évidemment, si j'ai plusieurs joueurs de la même équipe que j'ai dans le viseur, je vais essayer de les avoir dans la même saison. C'est logique. Mais je vais pas acheter une carte spécialement pour avoir le pour bonus optimiser de ton bonus, quoi. Voilà. Le bonus fitness, s'il sort, on te dit voilà, il faudra payer, je sais pas, on va dire une somme dérisoire pour la garder au top. Comment est-ce que tu comptes agir? Alors ça dépend de combien on parle, ça dépend de comment elle sera payée, si c'est avec les coins, si c'est avec notre monnaie qu'il y a dans le portefeuille. Si c'est pas conséquent en ETH et que ça a une vraie value sur le SO5, je suis pas contre acheter des bonus pour être plus compète sur les limited, parce que si on perd un top 1 parce qu'on n'a pas osé dépenser, je sais pas, 10-15 euros, c'est un peu bête quoi. Ouais. À voir là franchement on est vraiment dans l'inconnu total, donc je sais pas du tout ce qui va être mis en place. Si c'est les coins, c'est de la monnaie virtuelle que l'on gagne via les GW, donc j'aurais aucun scrupule à acheter les bonus, clairement. Si c'est en ETH, ça dépend de combien on parle, ça dépend du bonus, donc à voir. Je sais pas du tout. Ouais, avec un focus quand même sur tes plus belles cartes, donc en limited, et peut-être aussi sur ta U23 rare, parce que comme tu te focalises là-dessus. Ouais, ça peut être ça la stratégie. Forcément les GOAT en limited, ça paraît obligatoire. Ouais. Et pourquoi pas la U23 rare, ouais. Après, j'ai pas forcément les plus grosses cartes en U23 rare, donc je me considère pas comme le plus compétitif. Plutôt mes cartes asiatiques qui sont les plus compètes, celles qui arrivent à me faire des tops dans les classements rares, donc ce sera peut-être vers celle-là que j'utiliserai si je dois utiliser en rare. D'ailleurs, qu'est-ce que tu penses de l'ajout de ce bonus fitness? Je suis un peu mitigé, je sais pas trop comment ils vont l'utiliser, donc j'ai pas trop pour l'instant d'avis dessus. Je dis pourquoi pas, ça peut être un aspect tactique supplémentaire, je sais pas trop, franchement, j'ai en pas sachant pour l'instant déjà que l'aspect fitness c'est déjà un paramètre important. Un joueur qui est blessé, tu peux pas l'aligner, mais là on va rajouter encore un truc spécial. Je suis aussi assez mitigé dessus, mais d'un autre côté, je peux comprendre qu'on rajoute un bonus supplémentaire parce qu'il y aura tellement de cartes pour pouvoir différencier le ranking et les managers et tout, tu dois rajouter une difficulté surtout en limited, même si en rare quand même commence aussi
à y avoir pas mal de cartes sur le marché. On a parlé du changement de gameplay, une des raisons donc de revoir sa stratégie, enfin en tout cas d'optimiser sa galerie. Alors tu parlais aussi du changement de saison. Tout à fait, le fameux mercato qui te chamboule une partie de ta galerie. Ouais. Oui. Celui-ci est particulièrement déstabilisant pour les galeries puisque l'Arabie Saoudite est arrivée sur le marché mondial en achetant à coups de millions les stars et maintenant les joueurs de demain parce que j'ai vu qu'ils ont récupéré Viegal, Voilà, tout à fait. Donc, j'ai bien tremblé pour mon Moussa Diaby aussi. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Non, mais du coup, on se dit que au début, c'était les joueurs qui vont aller en retraite, ils vont gagner un peu d'argent, donc ils vont tous partir là-bas. Et finalement, on se rend compte que, non, il y a les trentenaires, il y a des mecs entre 25 et 30 ans, et maintenant, il y a des futurs pépites, entre guillemets. Ouais. Voilà. Donc en fait, personne n'est à l'abri aujourd'hui d'avoir un joueur qui part en Arabie Saoudite, donc qui n'est pas couvert par Sorare, donc sa carte devient inutilisable. Ouais. En tout cas, pendant un petit temps. Avant le stress, c'était t'as un top joueur challenger ou Asia qui part dans une grosse équipe, soit qui quitte l'Asia et qui va en Europe, ou bien qui quitte une équipe challenger pour aller en champion. Et là, tu vois, merde, l'ex-GOAT, il est plus GOAT. Tu vois, je prends l'exemple d'Anthony, par exemple, à l'Ajax. C'est pas du tout le même scoring du côté de Manchester United. Avant, c'était ça notre stress, mais ça gardait de la valeur. Ou un Sinistera qui part de Feyenoord et qui va à Leeds. Là aujourd'hui, non, il y a bien pire. C'est ta carte, tu l'utilises plus. Et celle qu'on pouvait encore utiliser à cette Game Week où t'as les qualifications pour la Champion, Asie, c'est pas couvert par Opta, donc finalement, ça reste toujours pas utilisable. Ouais. Ça, c'est le coup de massue définitif, ça. Oui, c'est le truc qui te massacre. Ouais, tu te dis, par exemple, moi, j'avais mon Brozovic que j'ai gardé parce que j'ai la 1%, la 1 pour 1000, parce que c'est une carte que j'affectionne et que je ne me voyais pas vendre puisque réutilisable pour la Ligue des Champions s'il se qualifiait. Et donc je voulais l'utiliser sur cette GW et là j'apprends pas de couverture Opta, enfin du moins juste les scores décisifs et je fais deuxième coup de massue, on peut même pas les utiliser dans une compétition qui était couverte par Opta, donc super. Non. Mais ça fait penser quand même, grosse pensée, je sais que c'était un sujet que tu voulais aborder, on peut rapidement en discuter, grosse pensée pour tous les managers fous de l'Asie et honnêtement je pense plus spécifiquement à la communauté des Namek là que j'ai rencontré pendant l'été, franchement qui est une communauté en or, une des plus joyeuses sur Sorare. Et là, honnêtement, les joueurs les nombreux managers qui ont ces cartes coréens, quand même, quelle galère cette saison. Et toi, ça fait quand même depuis longtemps aussi que tu joues en rare, aussi bien en Amérique qu'en Asie. C'est encore un autre coup de massue à côté du mercato, quoi. Là, le problème, il est assez important et même il devrait être prioritaire, je trouve, puisque faut se dire quand même que l'Asie est les licences historiques avec la Belgique. La Belgique, ouais. Donc c'est quand même les fondements du projet Sorare. Aujourd'hui, on se retrouve du coup avec des cartes de K-League qui n'ont pas ou peu de couverture d'Opta sur tous les matchs. Donc on a plus les scores live déjà. Donc ça c'est ce qu'on a tous les week-ends. Donc ça perd déjà en émotion dans ta partie gameplay de voir ton scoring, comment il évolue pendant le match. Parce que oui, tu regardes le match à la télé, mais en même temps t'as ton œil sur Sorare Data, fait il vient de faire un double-double, etc. Des choses que tu pensais pas avant quand tu regardais un match. Donc là tu as toujours cette partie de regarder ton scoring Sorare Data en même temps de regarder le match. Là tu peux plus le faire. Donc t'as une perte en fait émotive dans ton jeu. Du coup t'as la récurrence de pas avoir les notes définitives avec le AA, donc tu perds en compétitivité forcément dans ta Game Week. Surtout quand ça impacte en plus les gros scoreurs de AA tels que Kim Young-won, Cézinha, je vais pas tous les citer, mais on les connaît tous. Il y a la perte de valorisation des cartes, forcément, puisque les cartes deviennent, elles ont moins d'utilité ou sont jouables à 50%, donc forcément les gens ne veulent pas les acheter, voire même veulent s'en débarrasser, donc les prix, ils crashent forcément. Et puis on a une perte de confiance à jouer nos propres cartes en fait. Quand tu arrives le vendredi matin et que t'as le choix entre deux cartes, que ce soit une carte K-League, une carte J-League, en fait tu vas te dire mais si mon joueur K-League, même s'il a un meilleur match-up, sa note n'est pas comptée, je veux pas la mettre quoi. Donc en fait t'as tout l'intérêt du fantasy football qu'on doit
normalement avoir sur Sorare, qui est perdu sur nos cartes Qualif, quoi. Ouais, et sans parler aussi du scoring apparemment étrange, parce que il y a quand même des grands fous des stats juste dans la communauté Sorare spécifique Asia, où ils font les calculs, etc. Et à chaque Game Week, je vois des messages passer, mais enfin, comment est-ce que c'est possible de donner error lead to goal à tel joueur? Comment est-ce possible qu'on n'ait pas mis justement error lead to goal à 2? Et puis je vois les actions, et honnêtement, il y a pas de discussion à avoir, c'est clair. Il y a toujours en Europe, etc., des trucs assez mitigés. Quand j'avais invité le vice-président, l'Adopta, il avait expliqué, etc. Et honnêtement, voilà, une passe qui est légèrement déviée, qui compte pas comme une assist, c'est clair. Mais là, t'as vraiment des grosses erreurs en plus du fait que c'est pas, t'as pas le scoring en live. Après, je sais pas si t'arrives au même constat que beaucoup d'autres managers. Si, tous les week-ends, on voit des erreurs, mais franchement... Ouais, énormissime, quoi. Ouais, énormissime. On n'est pas, elle a été juste déviée, donc la passe décisive ne compte pas. On n'est pas dans l'à peu près, tu vois. On est vraiment sur une grosse erreur visuelle. Et en plus, on a les ralentis qu'on trouve sur le site de la Qualif TV. Donc, dès que tu vois un post avec la vidéo, tu te dis, waouh, mais comment ça se fait qu'ils ont fait ça, quoi. Enfin, ouais. Et on n'est pas dans l'à peu près le jugement. On est vraiment sur un truc qui saute aux yeux, quoi. Ouais, et on a une récurrence tous les week-ends d'avoir ce genre d'erreur. Et on se dit, mais en fait, comment ils visionnent les matchs ou comment ils notent nos cartes, en fait, tout simplement. Ouais. Et puis c'est d'autres problèmes aussi qui sont engendrés à cause de ça, avec là c'est pas de la faute de Sorare, c'est clairement la faute d'Opta, mais tout le monde en subit les conséquences, enfin tout le monde qui possède des cartes de K-League. Ça met Sorare en mauvaise position déjà, puisque c'est pas eux qui notent, c'est eux qui reçoivent les notations. Donc eux ils sont en mauvaise position vis-à-vis de nous parce qu'ils voudraient avoir quelque chose qui fonctionne. À mon avis ils mettent toute la volonté possible. Donc quand on voit dernièrement le match Ulsan Jeonbuk qui a été noté à 23h alors que les récompenses sont censées arriver à 20h. Ouais. Enfin là ils l'ont décalé parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir les scorings. Enfin ils mettent toute la volonté possible pour avoir les notations en fait. Donc oui on a l'impression qu'il faut taper sur Sorare parce que ça n'avance pas, mais le vrai fautif dans l'affaire c'est bien Opta, quoi. C'est leur partenaire, oui, bien sûr. Tout à fait. Et du coup ça apporte forcément de la mauvaise humeur dans la commune parce que tous les week-ends on voit des gens qui râlent sur leurs cartes, les gens qui ne jouent pas les cartes K-League en ont marre de voir les gens râler, forcément. Donc ça apporte une mauvaise atmosphère dans la communauté, donc c'est dommage, quoi. Ouais, mais en même temps, voilà, c'est vraiment compliqué. Et puis ces trucs de Champions League aussi en Asia, parce que moi j'ai Benzema qui est concerné, j'ai Otavio aussi maintenant qui est concerné. J'aurais bien voulu les utiliser pour les qualifs, quoi. Et même ça allait pas, alors que ça l'était dans le passé. Hein. Il y avait une couverture Opta. Voilà, tel qu'on l'entend, mais on connaît pas les détails, c'est ça le problème. Donc on sait pas d'où vient exactement le souci. Voilà, je sais pas si tu voulais encore ajouter quelque chose. Là du coup, la mauvaise couverture était sur les barrages. J'espère que sur la phase de poule, comme on pouvait jouer les autres années, j'espère que sur la phase de poule, il y aura bien une couverture complète, parce que c'est quand même un événement important en Asie. On parle de la Ligue des Champions, c'est une très grosse compétition asiatique. Donc j'espère qu'au moins c'était juste les barrages et il y avait moins de couverture comme on peut l'avoir en Europe. Enfin, je vois mon ami QTN sur Twitter qui râle parce que la Gantoise n'est pas couverte. Il a raison de râler. Enfin, on est à domicile sur la Gantoise et on n'a aucune couverture sur un match européen de la Gantoise à domicile. À domicile, c'est bizarre. Ouais, enfin, on va en Europe de l'Est. Je peux comprendre qu'on n'ait pas tous les moyens pour avoir le scoring, mais quand on est à la Gantoise où les matchs de championnat sont couverts, enfin, on utilise les mêmes systèmes de caméras, etc. dans le stade, donc je comprends pas trop en fait. Non, mais bon là malheureusement Sorare n'y peut rien, mais c'est vrai que c'est tous les managers qui détiennent ces cartes qui sont malheureusement pénalisés par ricochet. Enfin, ça fait partie du... Écoute, j'espère qu'ils vont trouver une solution quand même. Mais bon là, à mon avis, ils ont quand même dû batailler dur. Hein. Ils avaient même décidé Sorare de ne pas lancer la vente des cartes nouvelle saison de la K-League tant qu'il y avait le souci. Bon, ça va un peu mieux, mais ça galère encore. Donc, je suis vraiment curieux. Je voudrais
être une petite fourmi et savoir exactement quelles sont les causes de ces soucis qui durent depuis trop longtemps. Ça pourrait être un sujet de ton podcast, d'inviter quelqu'un de Sorare et qu'il explique clairement, sans tabou, qu'est-ce qui se passe réellement sur ces non-couvertures, comment que ça se passe, quels sont les délais, pourquoi c'est pas couvert, etc., etc. Ça pourrait être un truc hyper intéressant. Ou réinviter le vice-président d'Opta parce que lui doit certainement connaître évidemment les causes et qu'est-ce qui pourrait débloquer la situation. Il doit certainement y avoir l'aspect financier là-dedans, mais bon, voilà, on va arrêter de spéculer là-dessus parce que malheureusement on n'a pas d'outils qui nous permettent justement de mesurer et de savoir quels sont les points de blocage. On va revenir au sujet optimisation. On ferme la parenthèse par rapport au problème de couverture Asie. Donc tu avais dit changement de gameplay, le changement de saison, on t'en parlait justement avec ce mercato qui est complètement fou, qui rajoute évidemment une difficulté et un gros risque avec l'Arabie Saoudite. Et tu disais aussi la perte de résultats évidemment. Ouais, la perte de résultats, donc c'est se remettre en question tout simplement, pas se dire c'est la faute à pas de chance ou tiens j'ai mal aligné mes joueurs mais ma galerie est suffisante pour faire des résultats. Faut pas hésiter à construire des tableaux Excel, faire des comparatifs sur Sorare Data, parce que quand tu alignes par exemple 5 joueurs, je sais plus dans quel item on a sur Sorare Data, tu vois les scores qu'aurait fait cette équipe là sur toutes les game week. Tu vois, ça c'est hyper intéressant pour voir si y a pas un problème dans sa galerie en fait tout simplement. Et donc quand on fait une optimisation de galerie, on voit qu'une carte est beaucoup moins performante cette année parce que il y a eu un changement tactique dans l'équipe ou tout simplement il est plus considéré comme un titulaire indiscutable. Il faut pas hésiter rapidement quand on sent le truc à se lancer dans la vente pour acheter quelqu'un qui est plus performant. Alors forcément des fois il y a des pertes, mais je pense que il faut savoir aussi attendre des fois parce que le joueur est en méforme, il a loupé la prépa, etc. Donc il peut avoir des causes qui fait que son scoring il est plus faible, mais quand on sent que la saison va pas être terrible pour lui et qu'on a son petit nez qui dit oula celle-là faut peut-être que je la vende, en fait quand on commence à se dire celle-là faut peut-être que je la vende, faut pas hésiter à la lister et à se dire je la vends, j'ai une autre cible qui coûte un tout petit peu plus cher, mais si je vends mes deux cartes là et que j'obtiens la carte suivante qui est vraiment un bon scoreur, et ça peut en fait t'ouvrir de meilleurs résultats sur ton SO5. Même si tu vends à perte? Moi j'hésite plus maintenant à vendre à perte quand je sens que le scoring est vraiment bas. Par exemple, là, sur l'exemple que j'ai dernièrement, c'est Grimaldo à Leverkusen. Donc j'ai regardé le match Leverkusen contre Leipzig. Il va clairement pas avoir le même AA qu'il avait à Benfica. Tout simplement, c'est parce qu'il tire plus les coups de pied arrêtés. Parce que le jeu tactique de Benfica et Leverkusen sont totalement différents. Parce que la Bundesliga, c'est prendre beaucoup de buts. Donc il va être impacté sur les malus des buts pris. Il y aura moins de clean sheet. Parce que Benfica était comme une équipe solide que n'est pas forcément Leverkusen au niveau défensif. Donc toutes ces choses-là font que aujourd'hui il avait une valeur, il a un L15 qui est encore très haut, mais demain dans 4 matchs, il va encore peut-être descendre alors ça c'est moi qui le dis, c'est pas forcément, ce sera pas forcément le cas, si ça se trouve il va nous faire des 100 pendant 3 matchs et du coup il va me faire mentir. Mais du coup si son scoring baisse, sa valo va continuer à baisser. Et en fait, là, je l'ai vendu 0,033, je crois, ETH. Mais si demain, la semaine prochaine, il est à 0,020, ok, j'aurais fait une perte sur mon achat, mais j'aurais fait une plus-value sur la potentielle vente 3 semaines plus tard, quoi. Ouais, t'aurais pas vendu autant à perte. Voilà. Moi, je te suis aussi. J'hésite pas non plus à vendre à perte pour, si j'ai une cible qui me permet d'améliorer, même vendre 3-4 joueurs à perte pour essayer Mais, parce que tout dépend du profil de chacun. Moi, j'ai un profil clairement SO5 et pas du tout trader. Pour un trader, c'est évidemment peut-être différent. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question. T'as arrêté le trading depuis longtemps ou bien t'en fais encore, mais beaucoup moins qu'avant? J'en fais franchement, 1% de mon temps depuis 10% de mon temps depuis 2 ans, on va dire. Depuis que je me suis lancé dans les limited, le trading, j'en fais beaucoup moins. Parce que déjà, le temps qu'on passe sur Sorare à vérifier que les joueurs sont
sont disponibles, à changer, rechanger, rechanger avant la deadline nos compositions d'équipe. Enfin, je passe déjà un temps fou sur cette partie-là, et je pense que si je prends encore plus de temps sur le trading, ma femme, elle va demander le divorce direct. Non mais, je te comprends totalement. mais je me devais te poser la question. Ça t'est déjà arrivé de réagir sur un coup de tête comme ça, un joueur qui te saoule, tu dis oh putain j'en ai marre, je le vire. Je te dis ça parce que moi je l'ai déjà connu donc. De mémoire, ça ne me dit rien. Non, je suis pas quelqu'un qui vend dans l'euphorie d'un match. Je suis plutôt acheteur dans l'euphorie d'un match où je vois, waouh, lui il a crevé l'écran, je le prends. Ah ouais, t'es pas en FOMO, t'es en mode FOMO. Ok. Ouais, je suis plus un mec qui FOMO qu'un mec qui vend sur une prestation négative. Est-ce que tu as quelque chose encore à rajouter par rapport au sujet? Eh ben, je veux bien que tu me dises du coup le mec que tu as vendu dans un excès de colère. Awar. Ah oui. Awar et Serre, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et donc je l'avais viré et je sais. Après tu vas me dire bon bah ton trade il était tout pourri. Ah non je me trompe. C'était Quadrado, il me saoulait et je l'ai échangé contre Awar. Et Awar a performé 2-3 game week et puis après c'était fini. Et je me suis dit bon ben on va arrêter ces conneries là sur le coup de la colère. Mais ça m'est déjà arrivé. Voilà, c'était Quadrado en fait, c'était un jour je joue, un jour je joue pas, mais avec Allegri. Avant Allegri c'était plus simple. Dès qu'Allegri a débarqué, ça devenait vraiment très compliqué. Ouais, donc du coup c'est plus l'entraîneur qui fait ses choix que le joueur en lui-même qui t'a énervé quoi. Oui, on va dire ça comme ça. Ouais. Parce que finalement, Awar après, il était mis aussi régulièrement sur le banc. Je veux dire, c'est pas de sa faute. Et là, j'ai vu qu'il avait fait un scoring qui est pas mal pour son premier match avec la Roma. Je crois qu'il a fait 59. J'ai vu passer ça. J'ai pas vérifié, mais je crois que j'ai vu passer ça. Et je me dis bah c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Mais pour ça, il faut pouvoir jouer. Mais sinon, un joueur comme ça qui m'a saoulé, je dis non, lui j'en peux plus. Honnêtement comme ça, je sais pas. Peut-être. Le seul coup de tête que j'ai eu, c'est 59. Je viens de vérifier. 59. Ouais, donc qui est quand même pas mal du tout. Bah du coup, vu son L15, il est potentiellement très intéressant dans les caps quoi. Ouais, mais j'ai plus de carte de lui et j'en veux plus, ça va. Ok. Ça va, c'est bon comme ça. C'est bon comme ça. Je sais pas, si t'avais encore des petits conseils à donner par rapport pour clôturer le sujet. Un petit conseil, donc je reviens sur le bonus de collection. Quand vous cherchez plusieurs cartes d'une collection, n'hésitez pas à aller sur les galeries des traders. Donc je vais pas les citer, vous les connaissez tous, et des bots. Ils ont très régulièrement beaucoup de cartes de la même collection. Et si vous les achetez en packaging, vous pouvez les avoir à des prix raisonnables par rapport à ce que demande un manager lambda. Et ça vous fera gagner en plus pas mal de temps dans vos recherches d'achat de cartes. Donc voilà, c'était une petite astuce. Ouais, je te suis là-dessus. Sujet d'actualité, on va vite aller dessus. Moi, j'ai envie d'aborder un seul point, bah, c'est le design des partiels, intermédiaires, parce qu'on attend les... Moi, je fais partie de ceux qui sont impatients de voir les 3D. Que penses-tu du premier jet 2D? Alors, comment dire ça ce n'est pas à mon goût, on va dire. Ok. Les défauts que je trouve, donc ça a été relayé par la commu et je vais pas non plus en faire des caisses. Ce serait donner mauvaise publicité à Sorare, donc c'est pas cool non plus. Mais l'écriture du post, ouais, je crois que c'est le premier truc en fait qui m'a choqué. C'est du Times Roman sur Word. Voilà. C'est tout à fait ça. J'ai fait mais ouais, pourquoi en fait? Je comprends pas. Ouais. Mais peut-être qu'avec l'effet 3D, tu vas voir, ça va peut-être sortir. Peut-être. Je me dois d'y croire. Je me dois d'y croire. Je dis ça. Certainement que ce font-là en 3D, ça va être optimal. Voilà, c'est ce que je me dis. Alors ça aussi, c'est un truc que je comprends pas, c'est on sort la 2D, donc du coup fin août, et on sort la 3D, je sais pas, 2 ou 3 semaines plus tard, c'est ça? Et en fait, ouais, pourquoi ne pas sortir tout d'un coup en fait Alors je pense qu'il doit avoir un souci dans l'édition ou je ne sais pas qui fait que ça retarde la 3D ou c'est peut-être juste une stratégie oui, comme ça. Pour pas sortir, je me dis pour pas sortir tous les clubs en même temps, tu vois. Je me dis là ils en sortent quelques-uns et puis encore un peu plus et puis il y en aura qui auront la 3D à ce moment-là ou c'est peut-être des accords avec certains clubs, je sais pas mais ouais. Ah ouais, donc tu penses qu'en fait il y a certains clubs qui vont sortir directement en 3D? Ouais. D'accord. Peut-être des
Club Champion. J'en sais rien, hein. Je dis ça peut-être comme ça, mais je pense qu'ils ont pas tout sorti, par exemple en septembre, pour essayer un peu pour pas inonder le marché avec tous les clubs en même temps, parce que je pense pas que ça soit opportun pour eux au niveau de la rentabilité et du prix des cartes, quoi. Oui, non, mais du coup, si c'est vraiment ça qui fait que ça sort pas tout en même temps, évidemment, c'est assez logique, parce que s'ils noient le marché avec toutes les cartes 3D en même temps, là, les managers, ils vont pleurer sur le crash market, quoi. Voilà, c'est ça. Enfin, c'est une hypothèse, hein, j'en sais rien. Ouais, je te suis, moi, j'en ai un peu parlé sur Twitter. Je collectionne des cartes depuis que je suis ado, tu vois. Ouais. d'NBA surtout. Je sais pas quoi dire. Là, à l'heure actuelle, j'ai pas envie d'avoir des cartes 23-24 dans ma galerie, tu vois. Mais pas du tout. Vraiment pas du tout. Je vais essayer de les trader pour des 22-23. Là, j'aime pas du tout. J'aime pas comment le bas est. Il y a un trop grand vide. Le logo du club est trop petit. Les indications sont dispersées un peu partout sur la carte. Enfin, c'est pas comme ça que je conçois une carte. Après, c'est un JPEG, hein, on est d'accord. C'est pas une carte physique en main, mais faudrait que je regarde un peu dans mes toutes anciennes collections. Je comprends pas. Voilà. Je vais dire ça comme ça. Je vais rester diplomate. Je comprends pas. Bah, ce qui est dommage en plus, c'est que les cartes nouvelle saison qui ont été sorties en MLS America étaient plutôt belles. Enfin, moi, je les trouvais... Ah, mais moi, les 22-23, j'adore. Et les cartes MLS, elles sont dynamiques. Donc je me dis, s'ils ont sorti une carte comme ça, c'est que vraiment, elle doit être adaptée. C'est vraiment mon espoir qu'elle soit adaptée pour la 3D. Et que le rendu des 2D est, comment dire, pas très avenant. Voilà. Ou pas avenant du tout. Et je me dis, voilà, c'est fait pour la 3D. Ouais. C'est mon dernier espoir. Ouais, je te rejoins là-dessus. Mais de coup, les cartes 2D vont rester 2D, elles ne passeront pas en 3D automatiquement, on est d'accord? Ah non, tout à fait. C'est vendu comme ça, c'est sur la blockchain. Une fois qu'elle est vendue, ils peuvent plus changer les propriétés de la carte par après. Donc voilà. Donc je sais que quand je vais en gagner des 23-24, ça va vite se retrouver sur le marché, ou bien d'être membre de trade et pour faire les 22-23, parce que pour moi, l'aspect visuel est quand même important. Voilà, c'est tout. Mais après, chacun ses goûts, chacun les couleurs, mais je suis quand même fortement étonné, mais en attente aussi de la version 3D. On va rester sur une note positive. À voir du coup pour les parties trading, les prix que vont partir ces cartes-là, s'ils sont vraiment pas du tout désirés au niveau visuel. Bon, j'ai vu que les 1 pour 1000 pour l'instant étaient partis à des bons prix. Oui. Alors je sais pas si elles ont explosé par contre par rapport à d'habitude, mais j'ai vu que les pré-shots d'enchères étaient déjà plus hauts que le fleur. Pas été du tout vérifié à combien elles étaient parties au final. Mais à vérifier du coup sur les suivantes si ces nouvelles saisons vont partir au prix du floor. Donc ça peut être du coup avec... Forcément, il y a quand même la partie SO5 avec ces cartes nouvelle saison qui est intéressant. Donc oui, c'est ça. Après, t'as l'utilité évidemment. Et ça, c'est clair que les cartes nouvelle saison, le bonus va monter beaucoup plus vite. À part pour ceux, par exemple pour toi, où t'as des anciennes cartes qui sont à 10%, où là c'est vachement plus avantageux de garder ces cartes-là. Les autres qui ont des cartes qui ont déjà fait qui sont passées d'une galerie à une autre et qui ont un pourcentage assez faible, c'est évidemment au niveau de l'utilité SO5 et même pour la revente, je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir des cartes nouvelle collection. Voilà. Mais quand on est dans le jeu, je trouve depuis déjà pour moi ça fait plus de 2 ans et demi là maintenant. On se dit le design c'est quand même bien, surtout qu'on voyait des évolutions et moi je trouvais ça tiens, ça ressemble de plus en plus. Je me rappelle, j'avais fait j'avais fait un tweet, mais très dithyrambique sur les collections 22-23, où j'avais mis ça ressemble de plus en plus aux cartes de collection telles que je les connais, où je les ai connues dans vraiment les cartes physiques, etc., orientées marché américain, etc., plaisant, des trucs dynamiques et tout, et là c'est voilà. Mais peut-être le côté kaléidoscope aussi derrière, là tu vois, ça fait un peu bizarre, mais peut-être qu'en 3D ça va bien donner. Voilà. Donc je garde quand même une réserve, même si sur la version 2D là je suis plus que dubitatif sur le truc. Et d'ailleurs on le voit dans les réactions aussi, hein. Il y a des gens qui aiment bien, et heureusement il y a des goûts, il y a plein de goûts dans les airs, et heureusement qu'il y a de la diversité, mais quand même je vais dire l'écrasante majorité est quand même assez étonnée, pour rester poli. Voilà.
Tout à fait, c'est ce que j'ai vu aussi sur Twitter, les commentaires assez négatifs sur cette sortie. Mais du coup, la partie 3D, ça te hype ou pas du tout, ou ça dépend du prix? Oui, moi j'aime bien. Dans les cartes de collection, pour ceux qui connaissent un peu, il y avait les cartes Refractor, tu vois, sont des cartes et des cartes en relief aussi. Et j'aimais bien, j'aime toujours d'ailleurs de temps en temps avoir ces cartes-là en main, dire ah ouais c'est cool, l'effet il donne vraiment bien. Donc l'idée d'avoir des cartes 3D. Honnêtement, quand ils avaient annoncé, mais finalement ils ont laissé tomber l'idée, mais d'avoir des cartes avec des actions derrière, là, tu te rappelles? Un peu comme les Moments sur NBA Top Shot où t'as l'action du joueur, tu vois. Là, je me dis ouais, bof. Je préfère honnêtement avoir un concept 3D qu'avoir un concept avec une action sur ta carte, tu vois. Donc ouais, hypé sur l'idée et vraiment, je suis vraiment en attente de voir le résultat et j'espère que l'effet 3D donnera un effet mais diamétralement opposé à celui que j'ai en voyant la version 2D. Voilà. Et tu serais prêt à surpayer pour en avoir quelques-unes ou... Non, mais par contre, c'est motivant à les gagner, quoi. Ah, bah là, ça, par contre, ouais, si j'aime bien, je serais motivé à les gagner. Mais non, lancer en collection, on sait très bien que le bonus collection, là, je me suis dit, voilà, pour certains clubs, c'est 22, 23, mais un peu, je suis un peu... Il n'y a pas énormément de managers qui font des collections. Et ceux qui font des collections, en général, ils font des collections de 3, 4 équipes gros maximum, tu vois. Parce que c'est quand même un sacré budget, surtout en rare, ne parlons même pas de super rare. Moi, la seule équipe pour laquelle je fais collection, c'est le Bayern 22-23, tu vois. Là, j'ai un bonus de 3 et bientôt de 4% et je vais arrêter là parce qu'après, tu dois vraiment prendre toute l'équipe. J'avais parié sur quelques joueurs, là, Mathis Tel, par exemple, qui allait partir, mais finalement, il est parti pour rester. Par contre, j'avais acheté Stanouzi, lui, c'est pas possible qu'il reste, il va partir et il va pouvoir avoir du temps de jeu. Donc, il y a Daley Blint aussi qui est parti. Après, il est utilisable pour les caps, mais pas plus. Mais voilà, j'étais mon dévolu là-dessus, parce qu'il y a Kimmich aussi. Mais c'est à peu près la seule équipe que je collectionne. J'avais quelques cartes du Real aussi, avec du 2%, mais tu peux pas faire ça pour une dizaine de clubs. Enfin, si, tu peux. Tu dois avoir le portefeuille qui va avec, quoi. Tout à fait. Surtout sur ces gros clubs-là, quoi. Voilà, tout à fait. C'est bon. C'est bien comme ça, je suis content. À partir de 2%, je pense que c'est intéressant. Ah bah du coup, tu te retrouves avec un Kimmich 3% avec le bonus collection, c'est quand même hyper intéressant vu de son scoring, quoi. Ouais, voilà, c'est pour ça que je me dis, bon, comme j'ai regagné Kimmich, voilà, on va essayer de collectionner et là, je crois que je suis 7ème dans la collection Bayern 22-23 en rare et mais j'ai beaucoup de cartes encore qui n'ont pas le bonus des 90 jours, tu vois. Et donc avec ça, j'atteindrai les 4%. Et je me dis, voilà, c'est bien, mais tu peux pas faire ça pour toutes les équipes. Et comme toi, je regarderai le fitness et on mettra ce qu'il faut pour que nos GOATs soient bien accompagnés, quoi, à chaque game week. Voilà, tout à fait. Bon, Nico, on va attaquer la dernière partie déjà de ce podcast. C'est le fameux questionnaire rapide qui plaît à beaucoup de personnes dans la communauté parce que voilà, ça part dans tous les sens. Alors, ton joueur préféré dans IRL, passé ou présent, et sur Sora? Alors, mon joueur préféré IRL, c'est Thierry Henry, période Arsenal. Donc, faut savoir que j'ai une passion pour le FC Nantes, mais mon deuxième club de cœur dans le football, c'est Arsenal. C'est les Gunners. Voilà, les Gunners de Monsieur Wenger qui m'ont tellement fait vibrer à cette époque, notamment du coup mené par Monsieur Thierry Henry qui était juste à un niveau stratosphérique à l'époque. Ouais. Donc voilà, et au niveau Sorare, j'ai noté Tadic. Puisque Tadic en fait m'a fait regarder les matchs de l'Ajax que je ne regardais pas du tout avant, sauf en Ligue des Champions bien sûr, alors que j'aurais pu citer un Kimmich ou un Benzema, mais je regardais déjà les matchs à l'époque de ces joueurs-là, donc j'ai mis Tadic pour le fait qu'il m'a fait aller regarder les matchs de Redivisie à l'époque. Et IRL, comment tu trouves ce joueur quand même? Ce joueur est magnifique. Il est magnifique. Ce joueur est magnifique. On dit souvent, Tadic, il est cheaté, etc. Mais quand on regarde vraiment la qualité technique du joueur, te dit que son AA, en fait, il est magnifique. C'est comme, je reviens sur le cas Lionel Messi au PSG, qui était décrié parce qu'on regarde le match, il fait rien sur le terrain. Sauf que la moindre chose que
que faisait Messi sur le terrain, il le faisait bien. Donc c'est normal en fait que son AA soit élevé parce que la moindre passe était bonne, il y avait aucun ou quasiment aucun déchet, les frappes étaient quasiment toutes cadrées, donc forcément ça rajoute des points. Donc on criait beaucoup, ouais Messi c'est volé, il est pas bon au PSG, mais il a des scoring de fou. Mais oui, mais en fait c'est juste que techniquement dans les stats, le mec il est tellement propre, et ça se voit encore en MLS dans un niveau un petit peu moins élevé, tout est propre, donc forcément son AA est forcément bon. Et du coup je veux continuer sur Messi, il est un petit peu moins bon en AA parce qu'il a moins de bons joueurs autour de lui, alors qu'au Paris Saint-Germain on trouvait qu'il était moins bon, mais il avait tellement de gros joueurs avec lui que dès qu'il faisait une passe, le joueur forcément à côté qui était plus rapide qu'un joueur de MLS ou plus réactif qu'un joueur de MLS, il récupérait la balle. Là j'ai l'impression que du coup Messi il a un peu plus de déchets en MLS, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que... mais je t'avoue que j'ai pas vu de match. J'ai vu les highlights où il marque. Enfin, c'est Messi quoi. Il est stratosphérique. Donc oui, les highlights je le trouve toujours si impressionnant. Mais j'ai pas encore regardé de match en entier pour. Mais t'as certainement raison. Hein. Évidemment, il est moins bien entouré, mais ils vont certainement se renforcer pour la saison prochaine. Et là déjà avec l'aide de Busquets et puis Martinez quand même qui est. Lui par contre, il a bien bénéficié de l'arrivée de Messi, mais je présume qu'il y a encore d'autres bons joueurs qui vont probablement arriver. Et mais bon, c'est le GOAT quoi. Moi j'aime bien le garder, je vais le garder. J'avais fait le pari là quand il y avait les rumeurs Arabie Saoudite, j'ai dit non, il peut pas partir là-bas, pas lui. Et pourtant, il y en a plein de joueurs Arabie Saoudite, ils n'auront pas lui, puis si en fait. Ouais, mais Messi, je me dis, il va pas suivre le chemin de Ronaldo. Honnêtement, j'étais hyper convaincu de ça. Je me dis, non, il va suivre son chemin à lui, il va certainement pas suivre, parce qu'après, il dit, ouais, il suit Ronaldo, etc. Il vaudra certainement pas de ça, et puis il l'a assez répété, voilà, il a enfin choisi le club dans lequel il voulait aller. Bon, désolé pour les Parisiens, mais bon, en même temps, c'est ce que, ça se voit sur un terrain aussi, hein. Au PSG, je l'ai pas vu très souvent, super souriant, en tout cas, ça fait longtemps que je l'ai plus vu. Non, ça fait pas longtemps. À la Coupe du Monde, je l'ai vu comme ça. Quand il était au Barça, il était comme ça. La façon dont il fête dont il est, quand tu vois le sourire, à la fin des matchs qu'il a joué avec Miami, tu vois vraiment qu'il est pleinement épanoui. Après, il gagne, hein, donc ça facilite aussi. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Il gagnait au Paris Saint-Germain et je te rejoins là-dessus sur le fait qu'on le voit sourire, qu'on le voit faire des courses pour aller au pressing. Il a retrouvé la joie de vivre, de jouer au football en fait. Exactement. Qu'il avait perdu au Paris Saint-Germain. Alors pour X raisons, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que du coup, tu vois la comparaison entre son état d'esprit maintenant et comme il était à Paris. On voit sur son visage les émotions positives qu'il a de rejouer au foot, de jouer au football, tout simplement quoi. Ouais. Et après. On va laisser les polémiques sur le côté. Pourquoi il est parti là-bas? Ouais, il y a l'aspect argent, il y a plein de choses. Hein. Puis, comme il disait, voilà, c'est mon choix à moi. Est-ce qu'avant c'était peut-être le choix, je sais pas, une partie de son père ou peut-être de sa femme ou que sais-je encore. Mais le principal, c'est qu'on revoit sa joie de jouer. C'est vrai que je compte me lever de temps en temps. Ça fait hyper longtemps que je l'ai plus fait, mais je compte me lever de temps en temps pendant la nuit pour le voir jouer parce que il faut en profiter, je trouve. Tant qu'il est sur un terrain, quoi. C'est vraiment un joueur générationnel. Ouais, c'est exactement ça. Il faut profiter qu'il est encore sur le terrain. Voilà, c'est comme quand on te parlait de tennis, des grands joueurs, là, voilà, quand t'avais un Federer qui jouait, ou un Nadal, ou même maintenant un Djokovic, tu sais que ce sont des joueurs que tu verras pas, de si peu, ou bien peut-être il y aura de la relève, mais ça prendra un peu de temps, à part un Alcaraz, mais c'est vrai que des joueurs comme ça, tu voudrais continuer à les voir évoluer tant qu'ils jouent et en profiter, parce que quand tu aimes le sport, et le foot en particulier, tu vois Messi jouer, c'est juste incroyable. Enfin bref, on va encore me dire ouais mais Mehdi, mais tu cries trop ton amour pour Messi, mais je suis désolé, j'aime Messi parce que c'est un joueur qui est hors norme tout simplement. Il a pas le physique d'un autre joueur, c'est ce qu'il fait avec ses pieds, je sais pas, je me rappelle plus avoir vu ça depuis j'ai jamais vu ça tout simplement. Pourtant j'ai vu Maradona jouer, mais ce que Messi il fait, c'est pas possible. C'est un peu comme voir un Federer à la grande époque sur un terrain, qui fait des trucs que personne n'a fait avant, quoi. Bon. On a de la chance d'être dans une époque
de connaître des aussi grands champions dans leur sport. Donc, ça, il faut en vraiment... profiter. Voilà. Exactement. Donc, vive les grasses mat et vive les yeux tout rouges le matin parce que tu t'avais pendant la nuit. Bon, on revient au questionnaire. T'avais parlé donc de tes joueurs préférés. Alors, ton plus beau résultat. J'avais dit tout à l'heure que t'avais 2 victoires. Donc, je présume que c'est une des 2. Alors, tout à fait. J'ai gagné 2 fois la U23 Limited. Et celle que j'ai retenue, du coup, pour ta question, c'est donc un top 1 que j'ai fait en U23 en midweek pour le premier match de Nantes à la Beaujoire en retour en Coupe d'Europe où, du coup, j'avais Alban Lafont qui était mon dernier joueur de la line-up et il lui suffisait de faire un petit peu de AA pour que je sois premier et il l'a fait. Et donc, j'ai vécu, du coup, mon premier top 1 sur Sora en direct de la Beaujoire avec Alban Lafont. Incroyable. Ah ouais, c'est beau. Et t'avais gagné qui? Donc, j'avais gagné Joey Verman en plus magnifique. de l'ETH du premier. Ouais. Et à l'époque, Joey Verman, du coup, était encore U23 et un des GOAT en milieu de terrain. C'est clair. Bah, ta plus belle récompense, c'était... Non, c'est pas celle-là. Je me rappelle avoir vu un tweet pendant l'été. Eh ben, ma plus belle récompense, du coup, c'est j'ai fait cet été 5e en AS Rare, donc qui est ma meilleure performance dans cette rareté, et j'avais gagné donc 0,079 ETH plus Zela Ryan Rare, donc qui est du coup ma carte la plus haute en termes de scoring et en termes de valorisation sur cette rareté. Mais, du coup, on en vient à la question suivante. C'est lié, merde. Ton plus gros coup de poisse. Eh ben, mon plus gros coup de poisse est ma plus belle récompense, puisque ce fameux Zelarian que j'ai tenté de vendre, puisque au moment où je le gagne, il vaut 0,4 ETH en nouvelle saison, et il y avait un gros delta avec les anciennes saisons. Donc je l'ai listé tout de suite en espérant que quelqu'un accroche, mais personne n'a accroché. Donc j'ai commencé à jouer avec, forcément, pour la passion du SO5. Il a eu des mauvaises notes à ce moment-là. Il était un peu moins performant puisqu'il venait d'enchaîner les matchs internationaux, puis la MLS en jouant tous les 3-4 jours. Donc il était moins performant avec Columbus, donc perte de valo. Je me suis dit, bon, je vais le garder, il va reperfer et ça va augmenter. Et là, patatras, il part en Arabie Saoudite en même pas 24 ou 48 heures. Donc j'ai même pas le temps de le vendre en fait. Il part en Arabie Saoudite, donc la carte devient injouable puisqu'en plus d'être en Arabie Saoudite, il va dans un club moins coté, donc il n'a quasiment aucune chance de jouer la Ligue des Champions, quoi. Ouais, et là je vois double son prix. Bon, hier je vois 0,09, mais la moyenne 2 semaines 0,03. C'est fou. Ouais. Ah ouais, enfin, bref, on va passer à autre chose. On va passer à autre chose. Ton joueur à suivre. Donc le joueur à suivre, donc nantais forcément. J'ai noté Stradeir Apois, qui est un petit jeune qui commence à jouer dans l'effectif pro depuis la saison dernière, depuis l'arrivée de notre nouvel entraîneur Pierre Arestouille, qui est très très axé sur la formation. Donc c'est un ailier droit très technique, très puissant, assez grand, et qui a une faculté à être en 1 contre 1 très très bon. Donc il est positionné ailier droit et son pied favori est le pied gauche. Donc il a tendance à rentrer dans l'axe et à provoquer son adversaire direct. Et franchement, pour l'avoir vu au stade et plusieurs fois à la télé, il a un vrai truc qui, je pense, fait qu'il peut avoir un bel avenir dans le football. Je connaissais pas, je vais regarder. Pour l'instant, il a pas de carte sur Sora. Bon, il y avait la dernière question avec Nicolas Julia, mais avant ça, parce qu'on m'avait fait plusieurs fois la remarque, tiens Mehdi, tu parles jamais de basket, NBA, machin. Je vois que t'as des cartes NBA, et voilà, pour une valorisation quasiment de, voilà, t'as 0,75, donc que des rares, t'as quand même pas mal de joueurs, t'as 15, 20, ouais, t'as une petite quarantaine de joueurs NBA. T'es prêt pour la rentrée, t'es aussi assidu pour la NBA. Est-ce que c'est un sport que t'as un peu découvert grâce à Sora ou pas du tout? Alors pour être très honnête, je ne regardais pas du tout la NBA jusque-là. Je regardais les matchs de Coupe du Monde de l'équipe de France, je regardais les matchs de JO de l'équipe de France, mais je ne suivais pas du tout ce sport. Et effectivement, c'est Sora qui m'a mis à regarder les matchs en pleine nuit de NBA et qui m'a d'ailleurs permis d'avoir un attachement plutôt assez rapide sur ce sport. J'ai plutôt bien aimé et bien adhéré à la philosophie de la NBA. Enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder les matchs, en tout cas. Le côté spectacle, ouais, comme tu dis. Et effectivement, aujourd'hui, j'ai une galerie très correcte en rare et aussi en limited. En limited, elle est beaucoup plus conséquente. Donc, j'ai pas mal de gros joueurs, d'ailleurs, ouais, en j'ai limited. pas mis, désolé, j'avais pas mis le filtre limited, effectivement. Ah ouais, là, tu fais x2, c'est un Ether 4. Donc, oui, ta valorisation totale, où j'avais dit au début 8,3, bah, t'as quasiment t'as 1,4 en basket. Donc, cet
critères en foot. Donc ça fait limite. T'as du beau, hein. T'as Doncic, Jokic, Tatum, Embiid, Curry, du très lourd. En fait, donc la bonne nouvelle, c'est que les nuits où ta fille fera pas ses nuits, justement, tu pourras te mettre devant la NBA. Voilà, tout à fait. Ok, écoute, merci pour cet aparté concernant la NBA. Bon, la dernière question, si t'avais Nicolas Julia devant toi, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Alors d'abord, merci d'avoir cette sublime idée de créer ce jeu. Merci aussi d'écouter la commu et surtout nos critiques constructives, car on voit quand même que certains changements sont dus à des idées des utilisateurs, et ça, je trouve ça vraiment chouette d'être à l'écoute de sa commu. Si j'avais un conseil à donner, ce serait d'améliorer encore la communication. Alors, elle s'est améliorée, c'est clair, ça, tout le monde le dit, mais d'encore l'améliorer, surtout au niveau des changements majeurs sur le jeu, tel qu'un changement de gameplay. Pour moi, il faudrait avoir ce changement de gameplay entre 2 saisons européennes, puisque pour moi, les matchs européens sont aujourd'hui le pilier sur la visibilité football sur ce rare, et d'avoir une com du coup 2 à 3 mois à l'avance. Par exemple, sur ce changement de gameplay qu'on va avoir en septembre, j'aurais aimé à l'avoir fin juin, début juillet, et avoir une com, allez, on va dire pour pas être trop en avance, avril, allez, peut-être mars. Et je pense que déjà, ça aurait été un petit peu mieux adhéré par la communauté, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une com qui a été faite il y a 2 mois, je crois, à peu près. Sauf qu'il y a 2 mois, les managers avaient déjà anticipé leurs achats pour la prochaine saison, et se retrouvent du coup avec un changement de gameplay qui va être après le démarrage de la saison européenne. Donc je trouve ça un peu dommage les timings, tu vois. Ouais, c'est impactant, tout à fait. Et sinon, si j'avais quelque chose à lui demander, ce serait d'ajouter des compétitions limited, car aujourd'hui, si on prend l'exemple par exemple d'un Vanaken qui est l'une des plus anciennes cartes du jeu, on constate qu'on a 800 cartes limited pour 314 cartes rares pour un même nombre de compétitions. Et encore, c'est pas totalement vrai, puisque les cartes rares, comme on le sait, sont utilisables en compétition pro, pardon. Oui. Et donc du coup, je trouve ça problématique d'avoir un ratio compétition nombre de cartes qui est vraiment pas du tout égal, quoi, entre la rareté L et la rareté rare. Donc moi, ce que je rajouterais, c'est au moins, tu vois, par exemple, sur la Jupiler League, on peut avoir des compétitions semi-pro et pro sur, par exemple, la Ligue 1. J'aimerais au moins avoir la semi-pro et pro pour la compétition Jupiler League, tu vois. À mon avis, c'est pour éviter ça. C'est peut-être pour ça qu'ils rajoutent justement le bonus collection et le bonus... et le prochain bonus fitness, quoi. Mais bon, mais je te suis, hein, je comprends. C'est vrai qu'on voudrait aussi utiliser aussi plus souvent toutes nos cartes pour ceux qui ont des grosses galeries et éviter d'en mettre tout plein en training. C'est ça qui est chouette aussi, hein, c'est de pouvoir tous les aligner, quoi. Tout à fait. Puis moi, je pense même qu'au point de vue marché, plus il y aura de compétition et plus on aura tendance à acheter, stacker des joueurs dans nos galeries. Et les plus petites galeries qui, elles, veulent évoluer, par exemple, jouent sur 2 compétitions, vont arriver à saturation sur leur compétition, après vont commencer à arrêter d'acheter des cartes et du coup on se retrouve avec des effets de marché où on n'a plus besoin d'acheter, donc du coup s'il y a plus d'acheteurs, forcément il y a des crashs. Alors que si on augmente du coup le nombre de compétitions, et forcément les gens vont continuer à acheter des cartes pour pouvoir participer à ces nouvelles compétitions et on va donner une dynamique sur le marché, quoi. Ouais, moi je voudrais bien revoir, parce qu'on l'a vu mais de manière éphémère, c'était la Over 32, je crois, c'était pour la Ligue Papy, tu vois. Tout à fait, ça c'était une chouette compétition. Ouais, moi j'aimais bien la Ligue Papy. J'ai tout ce qu'il faut là. j'ai assez de vieux dans ma galerie, mais voilà, tout le monde sait que j'aime bien les papilles pour leur rendement et le fait qu'ils soient amortis rapidement, et puis c'est Tadic et c'est Messi et voilà, quoi. C'est chouette aussi. Écoute, je sais pas si vous voulez encore ajouter quelque chose. On est arrivé doucement à la fin. J'ai vu qu'il y avait quelques questions sur Twitter, mais c'est plus des questions personnelles. Voilà, est-ce que t'es meilleur en SO5 ou en tennis? T'es classé en tennis? Non. C'est parce qu'on a fait un tennis avec des potes lundi dernier et ils ont vu mon niveau incroyable au tennis. Donc, des potes managers? Des potes managers qui sont devenus des potes IRL. Génial. Donc tu t'es aussi fait des potes IRL grâce à ce rare. Tout à fait. D'ailleurs, je voulais passer un petit clin d'œil à Kevin, Tony et Gabriel, ainsi que Val,
connu sur le surnom FC Val sur Twitter, qui nous donnait les prédictions K-League. Donc on a créé il y a à peu près 2 ans un petit groupe de managers sur Discord où on discute clairement 24 heures sur 24, sauf quand on dort, de Sorare et notamment de l'Asie. Et donc il y a 2 ans on a créé ce petit groupe parce que moi je parlais un peu de droite à gauche sur le football asiatique, et j'avais décidé donc avec leur consentement de dire voilà, je discute avec plusieurs personnes, est-ce que ça vous dirait de créer un groupe Discord pour qu'on relaie les idées en commun et puis qu'on discute tout simplement, qu'on fasse du commentaring le samedi, dimanche matin sur les matchs qu'on regarde, et puis plus on a de bonnes idées en commun et meilleur on sera en SO5. Donc je tenais à leur passer un petit clin d'œil parce que du coup je prends beaucoup de plaisir. Alors on ne s'est pas encore vu du coup IRL, mais je les considère comme des amis du coup depuis 2 ans. C'est fou, c'est fou. Et Val, pour l'occasion, j'ai aussi rencontré quand il y avait le rassemblement des Namecs à Pouilly-en-Velay. Voilà. Ah oui. Ouais, on avait mangé une des super pizzas faites par Rafuzan, que tu dois peut-être connaître aussi, qui est assez actif sur Twitter, orienté Japon. Yes. Et Thibaut Sorare aussi, je fais un petit clin d'œil aussi, j'aimais bien ces petits textes de présentation des gardiens U23 de manière totalement décalée. Enfin, voilà, je les salue, et c'est Sorare. Ça, c'est vraiment la magie de Sorare, c'est le fait de pouvoir faire des super rencontres, parce que c'est rare, je trouve, de faire des rencontres très très bof via le jeu. C'est vraiment une super commu, il y a des super gars dedans, et on est reparti pour encore une saison, mon cher Nico. Tout à fait. D'ailleurs, je n'oublie pas l'invitation que m'a fait QTN et toi-même pour aller voir un match en Belgique. Ah, vous êtes les bienvenus. Vraiment, les managers qui veulent venir voir un match en Belgique, qui me fassent signe un peu de temps en avant, je me ferai un plaisir de les accompagner et de leur montrer l'accueil à la Belge. Faut juste pas reprendre la route le soir même. Je connais un peu ça en Bretagne. Oui, je sais. Quand j'étais à Rennes, j'ai été accueilli comme moi j'accueille en Belgique, tu vois, de la même manière. Et j'ai dormi sur place et je suis rentré à pied, c'était super gai comme ça. Nico, merci beaucoup pour ta participation et ta bonne humeur. Écoute, je te souhaite tout de bon. Tout d'abord avec ta petite famille, ta petite femme, puisque tu t'es marié récemment, et ta fille, et plein de bonnes Game Week, et puis on s'entend de temps en temps sur les réseaux. Eh ben, je te remercie à nouveau pour cette invitation. Je te souhaite une très très bonne saison 3 avec des merveilleuses interviews, et on écoutera ça avec plaisir sur la plateforme. Merci beaucoup. Salut. Salut. Encore merci à Nico et à vous pour avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, on vous remercie de le partager autour de vous et de mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour écouter notre podcast, afin de nous donner la meilleure visibilité possible. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, comme toujours, des excellentes Game Week et des jolis rewards. C'était Magic Mehdi de Mediasorare.com. Mediasorare, le premier podcast francophone dédié à Sorare.